Bon, bonjour à tous, je suis Pascal Brier, je suis le directeur général adjoint du groupe Altran. Merci de votre présence. Je vous présente Kevin Zinger. Kevin Zinger est le président de la société Divergent 3D et Brock Tinhoughton qui travaille avec lui chez Divergent 3D. Et ces messieurs m'accompagneront dans la présentation en fait, de ce qu'on présente aujourd'hui sur notre stand et entre autres sur la partie donc, impression 3D. Puisque vous le savez, Divergent 3D a sorti il y a maintenant un an à peu près la première voiture dont le châssis a été entièrement imprimé en 3 dimensions. Ce que je vous propose, c'est que je vais faire la première partie pour des raisons de simplicité en français. Et ensuite, dans les dernières minutes, donc dans les 20 dernières minutes, on switchera en anglais. We'll switch into English for Kevin and Brock. Donc vous pourrez poser, si vous en avez, des questions dans une langue comme dans l'autre. D'accord ? Bon, tout d'abord, on se retrouve aujourd'hui à un moment qui est très important, je crois, pour l'industrie automobile. Par certains côtés, on pourrait dire que le salon de cette année est moins, finalement, pour les experts du domaine, moins important sur le type de nouveaux modèles qui sont présentés que sur l'ensemble des bouleversements technologiques qui sous-tendent, en fait, l'industrie. Vous le savez, ça a été beaucoup couvert d'ailleurs par vous, par vos collègues ces derniers jours. Jamais, vraisemblablement dans l'histoire de cette industrie depuis sa naissance il y a un siècle et demi, il n'y a eu en même temps autant de défis à répondre, auxquels il faut répondre en aussi peu de temps. On parle de la problématique de la motorisation. Quelles voitures aurons-nous demain? Il y a aujourd'hui 1,2 milliard automobiles qui roulent dans le monde. Il y en aura 2 milliards à peu près en 2030-2035. Et la question, c'est est-ce que les automobiles de demain ressembleront aux automobiles d'aujourd'hui? On sait maintenant que la réponse est non. La motorisation va changer. On passe d'un monde du tout thermique à un monde multimodal, dans lequel on aura des voitures qui seront électriques, hybrides rechargeables, et bien sûr encore un certain reste de thermique. On aura des voitures qui seront autonomes, tout ou partie. On aura des voitures qui seront connectés à leur environnement, leur écosystème. Nos amis à côté de Blablacar ou de Vulog montrent un monde qui apparaît du partage d'automobiles dans lequel tout le monde ne possède plus son automobile, mais une industrie communautaire en fait se fait jour autour de la voiture elle-même. Et puis enfin, et peut-être que ça c'est un sujet qui a été moins couvert, avec tous ces changements technologiques, on ne construira plus les voitures de la même manière, ni sur la partie matérielle, à savoir les châssis, dans les matériaux qu'on va utiliser, dans les procédés de production et de fabrication qu'on va utiliser, et également plus du tout de la même manière sur les architectures électroniques et logicielles qui sont embarquées à bord de ces voitures. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un rapide tour d'horizon finalement de ces changements et de la manière dont ils sont illustrés ici sur ce stand, de manière à ce qu'après cette présentation, si vous le désirez, vous puissiez vous rendre là où ça vous intéresse le plus. Alors on va commencer, si vous le voulez bien, par, je dirais, la motorisation. Je disais tout à l'heure qu'on va vers l'électrique, c'est absolument certain. Je regardais ce qui se présente aujourd'hui sur les stands des grands constructeurs, c'est intéressant. La majorité des véhicules de certains grands constructeurs, en nombre, sont des véhicules hybrides ou électriques et non plus des véhicules thermiques. Je vous assure qu'il y a 2 ans, ce n'était pas le cas. La plupart des moteurs qui étaient présentés étaient diesel ou étaient essence, mais l'électricité était présentée comme quelque chose du futur. Aujourd'hui, on nous dit clairement, c'est vers ça qu'on va. Alors vous allez me dire, oui, mais ça ne représente pas encore beaucoup des ventes. C'est vrai que quand on regarde ce qui se vend en véhicule électrique aujourd'hui, on va dire qu'on est entre 1,5 et 20% des ventes suivant les pays. Il y a des pays qui sont très en avance, comme la Norvège par exemple. Il y a des pays où même la France, qui n'est pas particulièrement en retard, ça représente encore que 1,5 à 2% des ventes. Donc c'est encore très limité. Néanmoins, on le sait très bien et on le sait tous, des sociétés comme Tesla, par exemple, aux États-Unis, ont montré ces 2 dernières années leur capacité à capturer des segments de marché, entre autres le segment haut de gamme. Et cette année, donc en 2016, sur les 6 premiers mois de l'année, Tesla a 24% du segment haut de gamme des véhicules avec un véhicule qui est 100% électrique. Donc là, évidemment, ça passe plus inaperçu quand on atteint ces niveaux-là. Alors, sur le thermique, ce qui est certain, sur le moteur, ce qui est certain, c'est que la réponse n'est pas encore complètement claire entre est-ce qu'on sera full électrique, est-ce qu'on sera hybride rechargeable ou est-ce qu'on sera thermique. Ben, je vais vous faire une réponse de Normand. Nous, chez Altran, on pense qu'on sera tout ça et qu'à l'horizon 2030, on aura à peu près un parc qui sera un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers de voitures thermiques, un tiers de voitures full électriques, un tiers de voitures hybrides. Après,
y a des études qui sont un petit peu différentes, mais ce qui est certain, c'est qu'on va vers toutes ces choses-là. Alors sur notre stand, nous aujourd'hui, on ne montre rien sur le moteur électrique, parce qu'on s'est dit qu'il y avait beaucoup de choses à voir un peu partout, donc on n'avait pas quelque chose à apporter sur ce domaine. Ça ne veut pas dire qu'on n'y fait pas des missions, on fait énormément de missions chez nos clients sur ces domaines-là. Par contre, ce qu'on montre aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas à la fin non plus des moteurs thermiques. Et vous le savez, sur les moteurs thermiques, la vraie problématique, c'est la consommation et c'est les rejets de CO2 dans l'atmosphère. Les normes sont de plus en plus draconiennes. On est aujourd'hui à des normes entre les différents continents entre 120 et 100 grammes de CO2 en rejet par kilomètre. Et on sait qu'en 2020, on doit descendre à 90 grammes. Donc on voit l'effort que ça demande en 3-4 ans, c'est-à-dire que l'effort qui reste à faire pour les constructeurs dans les 3-4 prochaines années est supérieur à celui qu'on leur a demandé les 10 dernières années et qui ont donné le Dieselgate. Donc ça veut dire que les investissements sur les moteurs thermiques sont loin d'être terminés. Donc là on présente par exemple un brevet que Altran a déposé qui permet de transformer un moteur 4 cylindres en moteur 2 cylindres et donc de baisser de 20% et la consommation et les rejets dans l'ensemble de l'atmosphère. Voilà, donc si ça vous intéresse, on pourra revenir là-dessus. Le deuxième domaine qui est important, c'est les véhicules autonomes. Donc tout le monde parle du véhicule autonome, et ce qui est certain, je vais faire le prophète, mais c'est que 100% des véhicules dans 5 ans seront tous autonomes, tout ou partie. C'est-à-dire qu'on met de l'autonomisation dans tous les véhicules. La question pour nous, au niveau technologique, c'est de savoir jusqu'où on va. Alors vous le savez, les Américains qui sont toujours à la pointe, ils ont inventé en fait un système à 5 niveaux pour dire en fait l'autonomie du véhicule, il est mesurable à 5 niveaux. Le niveau 0, pratiquement tous les véhicules l'ont aujourd'hui. Un niveau 0 et niveau 1, c'est en gros l'assistance au freinage, l'ABS, le SP, tout ce qui existe sur nos véhicules depuis un certain temps. Le niveau 1, c'est la capacité à conduire son véhicule soit sans les mains à un moment donné, c'est le guidage de trajectoire, soit sans les pieds, c'est le cruise control, le régulateur de vitesse, mais jamais les deux en même temps. Ça, c'est le niveau d'après. Le niveau 2, c'est quand je peux enlever les mains et les pieds. Mais jusque-là, on va dire qu'on ne parle pas vraiment encore d'autonomie de véhicule parce que c'est relativement simple à acquérir. Là où ça devient plus intéressant, c'est les derniers niveaux, 3, 4, 5. Un niveau 3, c'est sans les yeux. C'est-à-dire que là, on va pouvoir dire au véhicule, à partir de maintenant, tu prends le contrôle, mais si jamais il y a le moindre problème, tu me préviens et je reprends le contrôle. Le niveau 4, c'est une autonomie totale du véhicule. Alors, les Américains parlent de sans les yeux à sans le cerveau, brainless. C'est-à-dire qu'à la rigueur, je peux passer à autre chose, je peux googliser, je peux regarder une vidéo, et là, véritablement, normalement, le véhicule se débrouille tout seul. Et enfin, le stade ultime, qu'on n'atteindra peut-être jamais d'ailleurs, parce que après, ça dépend de la philosophie qu'on veut prendre, c'est le stade 5, où là, carrément, on dit, ben, c'est sans conducteur, puisque de toute façon, il n'y a même pas de volant à bord. Le véhicule ne te fait pas confiance, il se débrouille tout seul, donc il n'y a plus de notion de conducteur. D'accord ? Donc vous voyez, quand on parle de véhicules autonomes, ce qui est très important, c'est de savoir de quoi parle-t-on. Alors ici, sur le stand, on présente deux démonstrations qui sont importantes, je crois. La première, c'est celle qui est là-bas, si vous le voulez. On montre ce que ça veut dire de développer un véhicule autonome. Comment est-ce qu'on capture de l'information autour du véhicule, comment ça se programme et comment on construit l'autonomisation d'un véhicule. Donc là, on a recréé en fait une simulation d'un parcours qui est fait en véhicule autonome pour que vous voyez comment, avec les différents capteurs, on peut à la fois gérer ce qui se passe à l'intérieur du véhicule, sur le véhicule et autour du véhicule. Et puis enfin, il y a une donnée qui est très importante dont on parle très peu sur le véhicule autonome, c'est le nombre de données qui sont créées par un véhicule autonome. Les caméras, les capteurs qu'on met à bord de ce véhicule sont en nombre exponentiel. Il y a 5 ans, sur un véhicule, vous aviez entre 5 et 15 capteurs sur le véhicule. Sur un véhicule complètement autonome, vous aurez entre 120 et 150 capteurs minimum. Ce qui générera par voiture environ 3 téraoctets de données par jour. C'est-à-dire que si vous voulez préparer une voiture à être autonome en matière de test, pour chacun de vos véhicules de test, vous allez récupérer 3 téras de données que vous allez devoir traiter. Donc vous imaginez bien que pour les constructeurs, une des grosses problématiques dans les programmes de test des années à venir, c'est quels sont les systèmes qui vont me permettre de créer des voitures fiables et comment puis-je gérer ces volumes de données. Et c'est pour ça qu'on présente ici une solution qui s'appelle ViewForge for ADAS Verification. ADAS, vous le savez, c'est le nom américain pour dire en fait l'ensemble des programmes qui permettent de développer des dispositifs pour la conduite automatique, Automatic Driver Assistance System.
Donc là, on présente un système d'Internet des objets qui permet en fait de récupérer toutes les données de tests de véhicules qu'on veut autonomiser, de les gérer et donc de construire pour un constructeur automobile ces programmes de validation de l'ensemble de ces dispositifs qu'il va mettre à bord du véhicule. D'accord ? Donc je disais autonomie du véhicule. Le troisième axe, je ne vais pas le couvrir parce que je pense que c'est plus important d'aller au quatrième. Le troisième axe, c'est l'écosystème, c'est-à-dire l'économie du partage du véhicule. Nous, on ne présente pas d'application là-dessus. Je le disais tout à l'heure avec Vulob et Blablacar, vous avez des bons exemples, mais on comprend bien que là, il y a une vraie question qui se pose, qui est finalement quel va être le rôle de l'automobile dans le monde de demain. Le véhicule qui pendant des années a été présenté comme un objet personnel de plaisir et d'usage devient finalement un moyen de commodité et potentiellement de partage. Ça change le marketing, ça change la philosophie, ça change aussi le type de construction qu'on va devoir avoir sur les automobiles. Parce qu'évidemment, si vous faites des automobiles qui sont destinées à être partagées, on le voit bien à Paris avec la Blue Car, il faut des véhicules qui soient beaucoup plus robustes. Parce que autant on fait attention à 100 véhicules, autant on fait moins attention à un véhicule qui est en autopartage. Donc là, il y a une réflexion à avoir sur la manière de concevoir ces véhicules en fonction de l'usage qu'on veut en avoir et qu'on veut leur donner. Et puis je disais, le dernier point qui est important dans cette révolution que les constructeurs automobiles vivent aujourd'hui, et cette fois-ci c'est une révolution silencieuse parce qu'on en parle rarement, parce que ça ne se voit pas, c'est que les voitures de demain ne vont pas du tout être fabriquées de la même manière. Je vais commencer par la partie électrique et électronique de la voiture, et ensuite Kevin et Brock détailleront la partie véritablement châssis et matériel. Alors pourquoi est-ce que l'informatique et l'électronique à bord d'une voiture sera radicalement différent de ce qu'il est aujourd'hui? Je vous disais tout à l'heure qu'il y a 5 ans ou 10 ans, on avait quelques capteurs sur la voiture. Demain, on en aura entre 120 et 150. Chacun de ces capteurs génère des données, génère de l'intelligence et doit être connecté pour servir à quelque chose. Maintenant, chacun de ces capteurs, il parle sa propre langue avec ses propres protocoles de communication. Donc vous imaginez bien quand sur une voiture, j'en mets 120 différents, c'est comme si je mettais 120 personnes qui parlent 120 langues différentes et que j'avais un gars au centre auquel je disais maintenant tu te débrouilles et tu écoutes tout ce que ces gars-là te disent et en fonction de ça, tu me dis ce que moi, conducteur, je dois faire. Vous imaginez bien la complexité que ça va faire. Donc les architectures électroniques telles qu'elles ont été pensées jusqu'à maintenant sur les automobiles ne permettent pas de construire des véhicules vraiment autonomes. Pourquoi? Ça multiplie la complexité, ça multiplie les câblages, ça multiplie les risques d'erreur et ça rend impossible l'interconnexion entre eux de ces différents devices. Et enfin, et peut-être encore plus important, ça rend impossible la mise à jour de l'automobile, par exemple pour des questions de sécurité. Or, on sait très bien que dans ces véhicules autonomes, demain, il faudra les penser comme nos smartphones, comme nos ordinateurs. La voiture doit pouvoir être mise à jour. On doit pouvoir y ajouter des dispositifs et des choses nouvelles. Donc ça suppose une architecture matérielle et logicielle qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on présente sur le côté. C'est le projet qu'on a développé avec Jaguar Land Rover, qui est en cours de développement, qui est un projet assez révolutionnaire d'un nouveau type d'architecture électronique pour automobile destiné à devenir autonome. Ça s'appelle Cohérence. Et donc si ça vous intéresse, donc nos spécialistes pourront vous le présenter derrière. Et puis enfin, et j'en arrive à Kevin et Brock, on pense, nous, que les architectures matérielles des automobiles demain vont aussi évoluer. Si vous voulez gagner sur la consommation, si vous voulez gagner sur les rejets de particules ou de CO2, il faut diminuer le poids. Bien évidemment, c'est un des axes essentiels de la fabrication de l'automobile. La deuxième chose, c'est qu'il y a des nouvelles technologies qui apparaissent, entre autres avec l'impression 3D, qui rendent possible des types de pièces qui étaient impossibles auparavant. Donc la question, c'est jusqu'où peut-on utiliser cette technologie de l'impression 3D, jusqu'où peut-on l'emmener? Le pari qu'on fait avec nos amis de Divergent, c'est qu'on peut aujourd'hui construire tout un véhicule, tout le châssis d'un véhicule en impression 3D. Et c'est ce que Kevin et Brock vont vous montrer en vous expliquant la technologie qu'ils utilisent pour faire ça. So Kevin and Brock, I just did the introduction. Now we're going to switch to English and I will let you present Divergent 3D and your technology and how it's applied to a car. Merci beaucoup. Pardon-moi, je ne parle pas français. So I have to address you in English. But you need to speak yes, as loud as you can. I will speak as loud as I can. So, my name's Kevin Zinger. I'm the founder and CEO of Divergent 3D.
Brock is my partner, the chief engineer of the company. It's a California-based technology company, and as you can see, there are a lot of pressures on the auto industry right now. And these pressures are unprecedented. We've seen these pressures in other industries completely change industries. Yesterday, I was here with the former chairman and CEO of Sony, Nobuyuki Ide, and he was talking about the changes that he saw in the electronics industry happen very quickly. We can see that there are now those same potentials for change. As Pascal showed, there are a number of different forces that you see, both on the technology and services side, but they are all being driven by a new technology base. On our part, and our background is as being pioneers in the EV business, the electrical vehicle business. We've been designers and builders of battery systems for electric vehicles, and we have had to package and build vehicles around them and then scale that up. And for us, the experience we brought out of that was that the key area of disruption is actually going to be in the hardware of vehicles. Today, there is one large barrier to entry and also one large structural handicap to the auto industry. And that is the capital intensity and time it takes to design and manufacture a car. When you hard metal tool and scale up a factory, you're spending hundreds of millions of dollars up front, and by requirement, you have to have a design that's frozen for almost a decade as a hardware design. You compare that to software and services, and there's a huge gulf in between the two. And that gulf prevents rapid innovation. We looked at that and said to ourselves, knowing what it takes to hard metal tool and finance and then build and safety certify a vehicle, is there a new technology base that allows you to do away with hard metal tooling and stamping? And our conclusion was yes, and so we put together a team that ranges from software technologists to materials specialists, to auto safety specialists, to aerospace engineers. And that team has put together now a system. So people talk about 3D printing now. Obviously at one level, auto manufacturers are looking at 3D printing, 3D metal printing relatively lately. I mean, people have been doing 3D plastic printing for a while, but they're looking at 3D metal printing and saying, how do we take a component, say like a suspension arm, which this is actually a Peugeot suspension arm, and how do you optimize it and 3D metal print it? We're not focused on this individual component replacement. What we're focused on is designing a platform which allows you to take a software platform that does everything from optimized material to then optimize that structure for crash, so you can have a 5-star crash certifiable structure, and then does the design and optimization of a patented structure that we've created. And what that patented structure does is it takes 3D printed connectors that we call nodes. Those nodes do away with stamping, they do away with all of the requirement for chassis tooling, and they allow you to take standardized, primarily carbon fiber materials that are relatively low cost and put them together in modular structures that allow you to build everything from a supercar, and you'll see at some point on here we have a supercar technology demonstrator that we built, to an SUV or a truck. And what that in turn does is, from a economic standpoint, it reduces
the hard metal tooling cost by over 85% for a vehicle. So that 10 years of amortized capital cost is gone. In turn, it takes the bill of materials and reduces the material and energy that goes into the vehicle. And so when you look at factory costs, you look at the hard tooling costs, and you look at the bill of materials margin, you have created a new economic model that allows a car manufacturer to design and build a structure with far less capital and in a far shorter period of time. And that allows for much better economics and much greater innovation. So for example, if you look, and this is a simplified example of it, if you look at a standard 5-passenger, 4-door sedan, and this was actually a study done for one of the major car manufacturers, this allows you to reduce the chassis weight of the vehicle by over 50%, the structural weight of the vehicle by over 50%, and the number of parts that go in the vehicle by over 75%. So that is a radical change also in the weight of the vehicle and the complexity of the vehicle. And what's very important to us is, as people that were pioneers in the battery electric vehicle industry, we were very focused on vehicles' impact on the environment. One thing that we learned is, and this is a UN study, it was done after we became pioneers in the electric vehicle industry. This shows that of all human activities, vehicle manufacturing has more impact on the planet in terms of environmental impact than any other human activity. Vehicle manufacturing, when you look at vehicles from a life cycle standpoint, is much more important than tailpipe exhaust. So the other thing you look at here is to say how much material and energy go into a vehicle and how efficient is that vehicle. And the lower weight a vehicle you can have, whether it's internal combustion or electric, the more efficient it's going to be and the less impact it is going to have on the environment. And so what we're doing, and obviously, you know, we are very excited and honored to be in partnership with Altran, who is going to provide in their full vehicle approach to engineering services, provide a series of services which are complementary and technologies that are complementary to us. We're very happy to be here and to be working with them. We're also in strategic partnership with PSA Group, which is obviously one of the major global car companies, and are looking forward to developing that relationship and building a vehicle with them. You know, but once again, I would say in conclusion, what we're really looking to do is focus on a new technology platform for manufacturing. One that is an end-to-end solution, going from design and optimization to manufacturing of the parts, from 3D metal printing to assembly. And to do it in a way that is radically efficient, that reduces material and energy and capital cost. And that's what we're doing. So, as a conclusion, I would say that today Altran has nearly 5,000 engineers working on the automotive industry. What we are really focused on for the future is to make sure that we focus on powering the next generation of cars. And as we said, we think that the next generation of car will have a brand new hardware architecture, will have a brand new software electronic architecture, will fully be autonomous, whether that's level 1, 2, 3, or 4, or 5, we don't care, but 100% of the vehicles, maybe I can switch to French. Yeah. Donc 100% des voitures auront de toute façon une part d'autonomie, et c'est un axe important, et la motorisation restera un défi important, et on ne peut pas faire un choix parce que dans notre vue, on est plutôt sur une vue à un tiers à l'horizon 2030, où il faut continuer les efforts sur le thermique, où il faut bien sûr développer l'électrique avec toute la problématique des batteries associées,
et où on aura de toute façon une bonne partie du marché qui ira également vers les hybrides et les hybrides rechargeables, qui soient rechargeables avec de l'électrique, de la pile à combustible ou toute autre technologie. Donc c'est un ensemble de défis absolument excitants pour les constructeurs automobiles, pour les équipementiers, pour les sociétés d'ingénierie comme nous. Et une chose est sûre, c'est que si on se souvient qu'en 2009, l'industrie automobile était en pleine crise, c'est incroyable de voir ce qui s'est passé en 5 ans. C'est-à-dire qu'on est passé d'une crise où on était tous en train de se désespérer en disant est-ce la fin de l'automobile, à là une situation dans laquelle on se dit voilà, quelque chose de nouveau est en train de se créer, les défis sont majeurs mais en même temps les opportunités sont immenses. Voilà, merci Kevin and Ice. On est à votre disposition pour toute question.